L'appartement du 16e arrondissement de Paris était un mausolée de verre et d'acier, un sanctuaire glacial à la mémoire d'une vie qui n'existait plus. Depuis un an, le silence y régnait en maître, à peine troublé par le murmure lointain de la ville qui s'agitait de l'autre côté des immenses baies vitrées. Dehors, Paris vibrait sous un ciel d'hiver pâle, mais à l'intérieur, chaque surface immaculée, chaque meuble design semblait absorber la lumière et la chaleur. C'était un décor d'une richesse ostentatoire, un écrin de luxe qui ne faisait que souligner plus cruellement le vide laissé par la tragédie. Chaque objet était à sa place, chaque coin était impeccable, comme si le moindre désordre pouvait faire s'effondrer le fragile équilibre qui permettait à Olivier Lambert de simplement respirer. L'air y était lourd, chargé d'une absence si dense qu'elle en devenait presque palpable, une présence fantomatique qui hantait les couloirs de ce château moderne et vide. Assis dans son bureau, Olivier Lambert incarnait à la perfection le paradoxe de sa propre existence. À 42 ans, il portait le costume sur mesure d'un homme qui avait conquis le monde de la tech, une armure de tissu coûteux qui dissimulait mal la défaite qui rongeait son âme. Ses cheveux étaient impeccablement coiffés, mais son regard, perdu dans le vague, trahissait des nuits sans sommeil et une fatigue chronique que plus rien ne pouvait masquer. Devant lui, sur le bureau en bois précieux, s'étalaient les rapports de l'enquête privée, des centaines de pages inutiles qu'il avait lues et relues jusqu'à en connaître chaque mot par cœur. C'était son rituel quotidien, une forme d'auto-flagellation. Il possédait les moyens de remuer ciel et terre, de payer les meilleurs experts, mais tout cet argent et toute cette influence s'étaient avérés impuissants. Il était un roi déchu, régnant sur un empire de solitude, dévasté de l'intérieur. La sonnerie stridente de l'interphone fut une agression, une brèche dans la monotonie de sa peine. Quelques minutes plus tard, un coursier à moto lui tendit une petite enveloppe banale. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettre officielle, pas de demande de rançon dactylographiée, mais un simple bout de papier froissé, arraché d'un cahier d'écolier. L'écriture était enfantine, malhabile et tremblante, comme tracée par une main hésitante. Quelques mots seulement, mais ils firent l'effet d'une déflagration dans le silence de son bureau. « Je sais où est votre fils. Retrouvez-moi demain à midi à la Fontaine Médicis, au jardin du Luxembourg. Venez seul !» Le souffle d'Olivier se coupa. L'armure de contrôle et d'indifférence qu'il avait mis un an à construire vola en éclats, laissant place à une vulnérabilité à vif. Son cœur, qu'il croyait endormi pour toujours, se mit à battre avec une violence assourdissante. Une vague de terreur pure le submergea, immédiatement suivie par une étincelle d'espoir si intense qu'elle lui parut insupportable. Son esprit, habitué à analyser des données et à prévoir des risques, tournait à vide. Était-ce un piège cruel, une manipulation sordide pour lui extorquer de l'argent ou, pire encore, pour se jouer de sa douleur? L'idée était atroce. Pourtant, cette écriture d'enfant, ces quelques mots simples contenaient une authenticité qui déjouait tous ses instincts de méfiance. Il fixa le mot, le papier fragile tremblant entre ses doigts. Après une année de fausses pistes et de silences abyssaux, c'était la première chose concrète, la première lueur dans une obscurité totale. Il prit sa décision en une fraction de seconde, non pas avec la logique de l'homme d'affaires, mais avec l'instinct primaire d'un père. Il irait. Il n'avait pas le choix. C'est incroyable de voir comment un simple message peut ranimer une âme au bord du gouffre. Si vous croyez en la puissance de ces moments qui changent tout, songez à vous abonner pour nous aider à continuer de partager des récits aussi forts. Le lendemain, le jardin du Luxembourg était baigné d'une lumière hivernale, aussi froide et tranchante que l'angoisse qui serrait la poitrine d'Olivier. Chaque statue de pierre semblait le juger, chaque branche dénudée pointait un doigt accusateur vers son échec. Il arriva en avance, le cœur battant à un rythme désordonné, scrutant chaque visage avec une méfiance maladive. Il s'attendait à voir un homme au regard dur, un criminel venu monnayer sa douleur, et non la silhouette frêle qui s'approcha timidement de la Fontaine Médicis. La scène
avait quelque chose d'irréel. Le murmure de l'eau, les quelques passants emmitouflés dans leurs manteaux, et lui, un titan de la technologie, attendant un signe qui pourrait soit le sauver, soit le détruire définitivement. L'air gelé lui brûlait les poumons à chaque inspiration, et le temps semblait s'étirer, chaque seconde pesant le poids d'une année d'attente insoutenable. Elle apparut comme une ombre, une petite fille qui ne devait pas avoir plus de 11 ans. Ses vêtements étaient simples, un anorak trop grand pour elle et des baskets usées. Mais ce furent ses yeux qui capturèrent Olivier. Immenses, sombres, ils contenaient un océan de peur, mais aussi une lueur de détermination qui défiait son âge. Elle tenait un cartable usé contre sa poitrine comme un bouclier. Elle s'arrêta à quelques mètres de lui, l'observant avec une prudence animale, comme si elle évaluait le danger. Olivier sentit un nœud se former dans sa gorge. Ce n'était pas un piège sordide tendu par un adulte, mais quelque chose de bien plus complexe et de bien plus fragile. La vulnérabilité de cet enfant, et planté là au milieu de l'indifférence glaciale de Paris, rendait la situation encore plus terrifiante et paradoxalement plus crédible. Sa voix, quand elle parla enfin, n'était qu'un souffle, à peine audible par-dessus le bruit de la fontaine. « Vous êtes le père de Gabriel ?» Olivier hocha simplement la tête, incapable de formuler un mot. La fillette déglutit, son regard fuyant vers le sol avant de se fixer à nouveau sur lui. « Il est vivant, il est chez moi !» Les mots le frappèrent avec la violence d'un coup de poing. Une partie de lui voulait hurler de soulagement, l'autre, conditionnée par des mois de déception, résistait avec une force féroce. « Qui es-tu? Comment puis-je te croire ?» Sa propre voix était dure, cassée par l'émotion et la suspicion. Il se détesta pour cette brutalité, mais la peur d'un nouvel espoir brisé était plus forte que tout. Il devait se protéger le peu qui lui restait de cœur. Inès ne se laissa pas démonter par sa méfiance. Elle semblait s'y attendre. D'une voix toujours tremblante mais plus assurée, elle commença à décrire des détails intimes, des secrets que seul lui, sa défunte femme et son fils connaissaient. Elle parla de la petite cicatrice en forme de croissant de lune sur la main gauche de Gabriel, souvenir d'une chute de vélo. Elle mentionna la peluche d'ours, capitaine, que Gabriel ne quittait jamais et comment il lui manquait terriblement. Puis, elle fredonna les premières notes d'une berceuse que sa femme avait composée pour leur fils, une mélodie simple qui n'avait jamais été partagée avec personne. À cet instant, toutes les barrières qu'Olivier avait érigées autour de lui s'effondrèrent. Les larmes qu'il avait retenues pendant 1 an se mirent à couler silencieusement sur ses joues, des larmes de chagrin et d'un espoir insensé. Son regard sur la fillette changea radicalement. Il ne voyait plus une simple informatrice, mais une enfant courageuse, une héroïne improbable qui mettait sa propre vie en jeu. Il remarqua alors des choses qu'il n'avait pas vues, aveuglé par sa propre douleur. Un léger bleu sur sa pommette, la façon dont elle sursautait au moindre bruit soudain, la fatigue dans ses traits si jeunes. Une vague d'empathie, puissante et protectrice, le submergea. Il comprit que sa mission venait de changer. Il n'était plus seulement question de récupérer son fils. Il ne pouvait pas accepter ce cadeau miraculeux en abandonnant celle qui le lui offrait. Sauver Gabriel signifiait aussi sauver Inès. Il se sentit investi d'une responsabilité nouvelle, une responsabilité qui le sortait enfin de sa torpeur et lui donnait une raison de se battre. Inès lui raconta son histoire par bribes avec les mots simples et directs d'une enfant forcée de grandir trop vite. Sa famille, prise au piège par des dettes et des menaces, avait été contrainte par un réseau local de cacher le petit garçon. Elle décrivit l'appartement de la cité en Seine-Saint-Denis, le silence angoissant, la peur constante. Elle parla de la tristesse de Gabriel, qui passait ses journées à regarder par la fenêtre, refusant de manger, murmurant le nom de son père dans son sommeil. En l'écoutant, Olivier sentit une connexion profonde se tisser entre eux, un lien forgé dans la souffrance partagée et l'amour pour le même enfant. C'est fou de voir comment, au milieu du désespoir, un acte de courage peut tout changer.
Si des histoires comme celle-ci vous touchent, pensez à vous inscrire. Votre soutien nous permet de continuer à les partager. Un conflit violent faisait rage en Olivier. Son instinct d'homme d'affaires, habitué à tout contrôler, lui hurlait de contacter immédiatement les autorités, de déployer ses avocats, de reprendre la main. Mais une autre voix, celle d'un père terrorisé, savait que c'était la pire chose à faire. La police avait été inefficace, engluée dans la bureaucratie, et une intervention officielle risquait de provoquer une fuite ou pire, une réaction violente des ravisseurs. Faire confiance à cet enfant était un pari insensé, un acte de foi qui allait à l'encontre de toute logique. Le souvenir de l'accident, de son impuissance à protéger sa famille, le hantait. Échouer une seconde fois n'était pas une option. Cette fois, il devait écouter son cœur, et son cœur lui disait de suivre la voie que cette petite fille lui montrait. Il s'agenouilla pour être à sa hauteur, changeant complètement de posture. Sa voix devint douce, rassurante. « Inès, je te crois, et je ne te laisserai pas tomber. Nous allons le ramener à la maison, tous les deux. » Pour la première fois, un minuscule sourire effleura les lèvres de la fillette. Le pacte était scellé. Il n'était plus un homme riche et une enfant des cités, mais deux alliés unis par une mission sacrée. Il commença à lui poser des questions précises, non plus avec la méfiance d'un enquêteur, mais avec la prudence d'un stratège. Il voulait tout savoir. L'agencement de l'appartement, les habitudes des hommes qui le gardaient, les moments de la journée où la surveillance se relâchait. Chaque détail était une pièce du puzzle qu'ils devaient assembler pour construire leur plan d'évasion. Les obstacles qu'Inès décrivait étaient terrifiants de réalisme. Les hommes du réseau n'étaient pas des criminels de cinéma, mais des figures banales du quartier, ce qui les rendait d'autant plus imprévisibles et dangereux. Ils avaient des yeux partout. La propre famille d'Inès était prise en étau, son père et son frère aîné contraints à une complicité silencieuse par la peur des représailles. L'appartement était une prison pour Gabriel, mais aussi pour Inès et les siens. Elle expliqua comment ils devaient agir normalement, aller à l'école, faire les courses, tout en vivant avec ce secret explosif. Le danger n'était pas une menace lointaine, c'était une présence constante, un poison qui s'infiltrait dans chaque aspect de leur vie, rendant toute tentative de sauvetage extraordinairement complexe et périlleuse. De retour dans son appartement, Olivier n'était plus le même homme. L'apathie avait laissé place à une énergie fiévreuse et concentrée. Il passa un appel, non pas à la police, mais à un homme dont le nom ne figurait dans aucun annuaire officiel. Un ancien membre des forces spéciales, reconverti dans la sécurité privée et spécialisé dans les situations de crise. Il lui exposa la situation de manière concise, sans omettre le rôle crucial et la vulnérabilité d'Inès. Il ne demandait pas une opération musclée, mais une extraction chirurgicale, silencieuse et rapide. Il utilisait enfin ses ressources, non pas pour remuer du vent comme il l'avait fait pendant un an, mais pour monter une opération clandestine, basée sur la confiance absolue qu'il plaçait désormais dans les informations d'une fillette de 11 ans. Les jours suivants furent d'une tension insoutenable. Olivier remit à Inès un petit téléphone prépayé, leur seul lien de communication. Chaque appel était un risque calculé, une brève conversation chuchotée lorsqu'elle parvenait à s'isoler. Elle lui transmettait des informations vitales. Un changement dans la routine des gardes, une conversation surprise, l'état de santé de Gabriel qui semblait décliner. La peur était leur compagne de tous les instants. Puis, un soir, l'appel qu'Olivier redoutait arriva. La voix d'Inès était paniquée. « Il parle de partir, de l'emmener ailleurs, bientôt. » Le temps venait de leur être brutalement retiré. Le plan, à peine ébauché, devait être mis en œuvre immédiatement. Il n'y aurait pas de seconde chance. L'étau se resserrait, transformant leur espoir fragile en une urgence absolue et mortelle. La nuit du sauvetage, l'appartement luxueux semblait retenir son souffle. Olivier, en tenue sombre, se tenait près de la baie vitrée, regardant les lumières de Paris sans les voir. Il n'était plus l'homme d'affaires brisé, paralysé par le deuil.
La peur était là, un nœud froid dans son estomac, mais elle était maintenant un moteur, pas un frein. À côté de lui, son consultant vérifiait une dernière fois leur équipement minimaliste. Sur une table, une photo de sa femme et de Gabriel, souriant lors d'un pique-nique, semblait le regarder. Il sentit une force nouvelle l'envahir. Il ne se battait plus seulement pour la mémoire de son passé, mais pour la promesse d'un avenir. Un avenir qui incluait désormais 2 enfants. Il était redevenu un père, un protecteur, prêt à affronter les ténèbres pour ramener la lumière. L'ascension des 8 étages dans la cage d'escalier sombre de la cité fut une épreuve de silence et de concentration. L'air était lourd, imprégné d'une odeur de poussière et de vieille peine. Chaque marche qui grinçait sous leurs pieds semblait un cri dans la nuit, chaque souffle retenu un pari contre le destin. Olivier suivait l'ombre de l'expert en sécurité, son cœur battant un rythme effréné contre ses côtes, mais ses mains étaient stables, son esprit d'une clarté glaciale. Il n'était plus l'homme brisé de son appartement de luxe, mais un prédateur silencieux, traquant ce qu'on lui avait volé. La peur était toujours là, mais elle était devenue un carburant, une énergie pure qui aiguisait ses sens. Guidé par les indications précises d'Inès, il se sentait comme le prolongement de la volonté de cet enfant, un instrument de sa bravoure. Devant la porte de l'appartement, tout s'arrêta, et dans ce silence suspendu, une année de souffrance se condensa en une unique seconde d'attente insupportable. La porte céda sans un bruit. L'intérieur était faiblement éclairé par la lueur des lampadaires extérieurs. Au fond d'un couloir étroit, une porte était entr'ouverte, laissant filtrer un ray de lumière. C'est là qu'il le vit. Gabriel était assis sur un matelas posé au sol, une petite silhouette frêle, perdue dans un pyjama trop grand. Il était plus mince, son visage creusé par la fatigue et la tristesse, mais c'était lui. Leurs regards se croisèrent, et le monde d'Olivier bascula. Tout le bruit, toute la peur, toute la haine s'évanouirent. Il s'avança lentement, s'agenouilla devant son fils, et, d'une voix brisée par une émotion qu'il ne cherchait plus à contenir, il murmura les seuls mots qui comptaient. « C'est fini, mon fils. Papa est là. On est en sécurité maintenant. » En serrant Gabriel dans ses bras, sentant la fragilité de ses petits os, il sentit sa propre âme, brisée depuis si longtemps, commencer enfin à se ressouder. Le retour fut aussi tendu que l'aller. Gabriel, enveloppé dans le blouson de son père, était à moitié endormi, épuisé par le choc et le soulagement. Alors qu'il traversait le petit salon pour atteindre la sortie, une lumière s'alluma brusquement. Une silhouette se dressait dans l'encadrement d'une porte. Le frère aîné d'Inès, le visage déformé par la panique et la rage. Il n'avait pas l'air d'un criminel endurci, mais d'un adolescent piégé, acculé. Son regard se posa sur sa sœur, qui se tenait un peu en retrait, et la trahison tordit ses traits. « Qu'est-ce que tu as fait ?» siffla-t-il, sa voix tremblant de fureur contenue. La scène se figea. Le sauvetage venait de se transformer en confrontation, et le fragile espoir de leur fuite menaçait de se briser contre le mur de la réalité brutale de cette famille déchirée. Dans un geste rapide, le jeune homme se jeta sur Inès, la saisissant brutalement par le bras. « Tu vas nous tuer! Tu nous as tous condamnés !» hurla-t-il à voix basse. À cet instant, quelque chose en Olivier se brisa pour se reconstruire différemment, plus fort, plus féroce. Sans une seconde d'hésitation, il plaça Gabriel derrière lui et fit un pas en avant, s'interposant entre le frère et Inès. Il ne leva pas la voix, ne fit aucun geste menaçant. Il se contenta de le regarder, et dans ses yeux, il n'y avait plus de deuil ni de faiblesse, mais une autorité de père, absolue et inébranlable, qui protégeait non pas un, mais ses 2 enfants. « Laissez-la, » dit-il simplement. Sa voix était calme, mais elle portait le poids d'une année de douleur transformée en une détermination de fer. Ce n'était plus une requête, c'était un ordre. L'expert en sécurité neutralisa le frère avec une efficacité silencieuse, et ils s'éclipsèrent dans la nuit. Quelques minutes plus tard, dans la voiture qui les éloignait à toute vitesse de la cité, un nouveau silence s'installa.
Ce n'était plus un silence de peur, mais un silence de paix fragile. Gabriel dormait enfin, sa tête reposant sur les genoux de son père. À côté d'eux, Inès regardait la ville défiler, ses grands yeux encore brillants de larmes non versées. Olivier passa doucement un bras autour de ses épaules et la serra contre lui. Aucun mot ne fut échangé, mais dans ce geste, tout était dit. Le feu de l'épreuve les avait consumés, mais il les avait aussi soudés. Cette nuit-là, dans le chaos et la peur, un homme qui avait tout perdu avait trouvé le chemin du retour, non pas seul, mais avec la famille que le destin lui avait choisie. Les suites de l'opération furent aussi discrètes qu'efficaces. Pendant qu'Olivier mettait les enfants à l'abri du tumulte, son contact coordonné avec une unité spéciale de la police pour démanteler le réseau sans attirer l'attention des médias. Les arrestations révélèrent une vérité crue et douloureuse. La famille d'Inès, prise au piège entre les dettes et la peur, était profondément impliquée. Du jour au lendemain, Inès se retrouva seule au monde, une orpheline de facto dont le courage même avait fait s'effondrer son univers. En retournant dans son appartement, Olivier comprit une chose essentielle. Ce n'était plus seulement le retour de Gabriel qui pouvait redonner vie à ses murs, mais bien la présence de ses deux enfants. L'immense espace, autrefois un mausolée dédié à sa douleur, ne pouvait redevenir un foyer qu'en les accueillant tous les deux. Il regarda son fils, puis Inès, et sut que son chemin ne s'arrêtait pas là. Il ne faisait que commencer. La décision fut prise sans une seconde d'hésitation. Olivier lança immédiatement les procédures pour devenir le tuteur légal d'Inès, avec pour objectif final de l'adopter. Le processus fut long et semé d'embûches administratives, mais sa détermination était sans faille. Pendant ce temps, l'appartement se métamorphosait. Les surfaces froides et immaculées se couvrirent de dessins, de livres et du joyeux désordre de l'enfance. Les éclats de rire de Gabriel, qui redécouvrait la sécurité et la légèreté, se mêlaient aux conversations plus posées et profondes qu'Olivier partageait avec Inès. Les deux enfants, unis par une épreuve que nul autre ne pouvait comprendre, tissèrent un lien fraternel indestructible. Ils se protégeaient l'un l'autre, puisant dans leur nouvelle relation la force de guérir leurs blessures. Le silence glacial avait été définitivement remplacé par la chaleur d'une famille en train de naître, une famille forgée par le choix et l'adversité. Transformé par cette expérience, Olivier ne pouvait plus se contenter d'être le magnate de la technologie qu'il avait été. Sa fortune, qui lui avait semblé si inutile face à sa douleur, devenait un instrument pour donner un sens à son passé. Il créa la Fondation Lambert, une organisation dédiée à soutenir les familles d'enfants disparus, offrant une aide financière pour les enquêtes privées, mais aussi le soutien psychologique et juridique qui lui avait tant manqué. Il ne se cachait plus derrière son deuil. Il utilisait son histoire, la solitude de cette année d'enfer et le miracle de ses retrouvailles pour inspirer l'espoir et catalyser des changements concrets. Sa nouvelle philosophie était claire. La véritable richesse ne résidait pas dans les actions en bourse ou les propriétés, mais dans les liens que l'on choisit de construire et dans la capacité à transformer sa propre tragédie en une lueur d'espoir pour les autres. Les années qui suivirent cimentèrent les fondations de cette nouvelle vie. L'appartement du 16e arrondissement n'était plus un sanctuaire de tristesse, mais le port d'attache animé d'une famille heureuse et soudée. Gabriel était devenu un adolescent plein de vie, tandis qu'Inès, brillante et déterminée, poursuivait des études de droit avec l'ambition de défendre les plus vulnérables. Olivier, lui, avait trouvé une paix intérieure qu'il croyait perdue à jamais. Il n'était plus seulement le père de Gabriel, mais aussi celui d'Inès, un rôle qu'il chérissait plus que toutes ses réussites professionnelles. Il les regardait souvent, riant ensemble dans le salon, et voyait le reflet de sa plus grande victoire, celle d'un homme qui, en cherchant à sauver son fils, avait trouvé une fille et s'était sauvé lui-même. C'est en partageant des récits comme celui-ci que l'espoir continue de vivre. Si cette histoire vous a touché, votre abonnement est le plus beau soutien pour nous permettre de continuer.